Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Adrien Chartier. Tu es du coup expert en mouvement, Adrien. Et ça me fait très plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast, car on avait fait un épisode ensemble qui date, je pense, de 2019 ou de 2020. Et beaucoup de choses ont changé, comme pour toi comme pour moi entre-temps. Et je t'ai invité avec ta casquette du coup d'expert en mouvement, d'expert en posturologie aussi, et dans tout ce qui relève des réflexes archaïques, pour parler de ce sujet-là, en lien avec la productivité, en lien avec la motivation, en lien avec l'énergie. Car selon moi, c'est vraiment un élément qui est fondamental et qui est trop souvent oublié. Déjà au niveau du sport, alors que logiquement, principalement, les sportifs devraient être concernés par ces domaines-là, mais également du coup au niveau davantage professionnel, au niveau des entreprises. Car je pense qu'on n'a pas conscience, tu viendras soit confirmer, soit infirmer ce que je vais dire, on n'a pas conscience de l'impact de la posture au quotidien sur la cognition, sur l'énergie, sur la motivation, sur la concentration et sur le développement cérébral. Et c'est un sujet effectivement que j'aurais aimé traiter avec un expert, d'où mon appel à ta présence aujourd'hui. C'est avec plaisir d'être présent ici. Super Adrien. Et pour commencer, pourrais-tu déjà commencer par nous présenter un peu les différents termes que j'ai évoqués précédemment, les termes de posturologie, les termes de mouvement, les termes de réflexe archaïque et encore de système nerveux, pour clarifier un peu les propos avant réellement de se lancer dans des questions un peu plus pointues par la suite. Alors globalement, tu sais, c'est vrai qu'on a tendance à scinder les choses. On parle de posturologie, de réflexe archaïque, c'est de neurologie fonctionnelle de plus en plus. La neuro, on entend parler partout. Tout simplement, tu vois, on a chez Labo RNP, on a vraiment une vision qui est globale et qui englobe ces trois sphères. Pour nous, c'est exactement la même chose. On essaye de travailler nous sur la boucle sensorimotrice qu'on apprend au début de nos études, si tu fais STAPS, kiné, etc. La boucle sensorimotrice qui permet le mouvement. Et au lieu de nous concentrer exclusivement sur le mouvement, comment il est produit, ou la cognition, comment elle sort, ou l'état émotionnel, comment on peut le voir, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est anxieux, quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes cognitifs parce qu'il y a des problèmes de mémorisation, de motivation, comme tu disais tout à l'heure, ou quelqu'un qui tout simplement a des difficultés à marcher, ou tout simplement à faire un squat, n'importe quel exercice ou chose qu'on peut faire dans la vie quotidienne. Pour nous, ça, c'est ce qu'on appelle un output, c'est une sortie. C'est le cerveau, une fois qu'il a interprété, analysé ce qu'il a en sa possession, il produit le mouvement que tu as envie de faire. Alors, souvent, en le compensant, parce que on est des grands compensateurs. Et nous, on va plus s'intéresser à l'entrée de la boucle sensorimotrice, c'est l'entrée sensorielle, les différents systèmes sensoriels qui vont permettre de modifier justement ces sorties-là. Et pour nous, la posturologie, parce que la posturologie, tu sais, globalement, c'est l'étude des capteurs principaux de la posture. Souvent, c'est le pied, les yeux, la mâchoire. Quand on parle de réflexe archaïque, on parle de différents mouvements. T'en as plus de 70. Et on vient les regarder pour dire, tiens, il y a une problématique ou pas. Mais pour nous, en fait, à la base, le mouvement, il est sensoriel. C'est les systèmes sensoriels qui mettent une information dans le cerveau. Et c'est de cette information que le cerveau, on va faire une interprétation pour créer le mouvement, ou la cognition, ou l'émotion. Tu vois. Donc, en fin de compte, nous, on vient plus travailler sur cette entrée de la boucle sensorimotrice. Et donc, quand on parle de l'œil, oui, on regarde le système visuel, mais dans sa globalité. Donc, avec des outils que nous, on peut évaluer. Des fois, on emmène les gens chez des orthoptistes, des ophtalmos, etc., parce qu'il y a besoin pour régler, que ce soit l'acuité visuelle ou différentes problématiques qu'on peut retrouver autour de l'œil. Quand on parle du pied, on va regarder tous les capteurs proprioceptifs, mais aussi le muscle, comment il fonctionne. Le muscle, souvent, il est quand même guidé par le système nerveux. Et donc, pourquoi des fois, j'ai des problématiques à la marche, etc. Tu vois. Et on va venir réguler cette boucle sensorimotrice, les entrées sensorielles, pour venir apporter une solution à la problématique qui est en face de nous. Donc que ce soit des gens qui ont des problématiques de motivation, des problématiques de mouvement, je travaille beaucoup avec des enfants, comme je te disais, ou avec des personnes qui ont vécu des gros stress, des traumas, de l'anxiété, etc. On vient d'abord chercher cette boucle sensorimotrice qu'on va essayer de réguler pour apporter du mieux-être. Si j'allume, ça fait un peu écho au modèle mental du garbage in, garbage out, que tu connais certainement, qui vient de l'informatique. Si le code informatique est mauvais au départ,
forcément les outputs, du coup les sorties seront mauvaises. C'est comme l'alimentation, si tu manges mal, ce qui va ressortir, ça sera un élément qui sera de la fatigue, qui sera potentiellement de faiblesse cognitive. Et pour le mouvement, c'est pareil. Si de base tes capteurs sensorimoteurs, comme tu l'as dit, sont mal calibrés, en quelque sorte, forcément ta posture, ta cognition, ta motivation seront impactées négativement. C'est bien exactement ça. Ok. Très bien résumé. Merci. C'est un de mes travails. Ok, génial. Et du coup, ton intérêt pour la posturologie, toi, il vient d'où? Parce que c'est quand même atypique comme domaine. Encore plus en francophonie. Je pense que j'ai un gros problème. J'ai une addiction sur l'enseignement. J'ai besoin de m'éduquer en permanence. Et à la base, j'étais préparateur physique. Je faisais de la préparation physique, mais en plus de ça, j'étais un grand technicien. Donc, tu vois, je suis issu des sports de combat. J'ai passé beaucoup de diplômes dans les sports de combat, etc. Et moi, ce que je voulais, c'était que les gens ils aient une technique parfaite. Parce que plus la technique est bonne, et meilleur en sera le résultat. Mais quand je faisais des séances de prépa physique avec les sportifs, je m'apercevais, punaise, malgré le fait qu'on corrige la technique, qu'on essaie d'améliorer les différentes qualités physiques, il y avait toujours des choses qui coinçaient. Tu vois, même dans la technique, il y a des fois les gens ils n'arrivaient pas à réaliser un exercice. Et ça, je comprenais pas pourquoi. Donc je me suis intéressé dans un premier temps à tout ce qui est mouvement fonctionnel. Je te parle de ça, mais ça remonte à maintenant un grand paquet d'années. À l'époque, encore le livre Becoming a Supple Leopard était même pas encore traduit en français. Tu vois, c'était la première édition. Je commençais à regarder un petit peu, feuilleter ça. Je me suis intéressé au mouvement d'abord via l'approche de Christophe Cario, tu sais, que j'avais rencontré plusieurs fois. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais creuser dans cette approche fonctionnelle. Donc, je me suis beaucoup formé dans l'approche fonctionnelle. Donc, tu vois, on entend parler beaucoup maintenant de FRC, etc. À l'époque, ça s'appelait pas encore FRC, mais déjà initié dans cette méthodologie-là. On parle aussi beaucoup de Rehabio, tu sais, Maylin Dovan. À l'époque, j'avais fait sa formation, pareil, ça s'appelait même pas encore Rehabio. Et au fur et à mesure, je me suis formé FMS, etc. Et ça donnait des protocoles. Et quand je donnais les protocoles aux personnes, des fois, j'avais encore d'autres améliorations. Et des fois, c'était soit très dur, soit il y avait très très peu d'amélioration. Et j'avais pas de réponse là-dessus. Et tu vois, à l'époque, j'étais formateur pour une fédé. On formait les gens, on leur montrait le mouvement fonctionnel pour améliorer la mobilité, tu vois, la stabilité, etc. Et je faisais toujours faire un test. Tu sais, je faisais faire des automassages sous un pied aux gens. Puis je leur faisais faire un test de, tu sais, to touch. Je me penche en avant pour essayer, avec les jambes tendues, de toucher le sol avec mes mains. Et après, je leur faisais faire automassage avec le pied. Et puis de voir s'ils arrivaient à toucher le sol et d'avoir une comparaison droite versus gauche. Il y avait des gens, des fois, tu sais, quand ils faisaient juste le pied droit, ça améliorait de fou. Des fois, ils faisaient le pied gauche, ça enlevait cette amélioration. Et des fois, il y en a d'autres, ça améliore encore plus, ou il n'y avait aucun résultat. Mais moi, je n'avais aucune réponse là-dessus de pourquoi chez certains ça marchait et certains ça marchait pas. Et j'étais là, je disais chez toi ça marche pas. C'est peut-être autre chose, tu vois, on va faire d'autres tests et puis mais il y avait toujours cette problématique de pourquoi ça fonctionne pas. Donc j'avais besoin de creuser sur pour les personnes effectivement qui ne visualisent pas parce que c'est très visuel ce que tu nous dis. Allez sur l'Instagram d'Adrien directement, il y a plusieurs effectivement mises en situation de par les personnes que tu encadres et coaches. On voit effectivement quand tu masses avec une neurospike, parce que tu parles de ça, je pense, une petite boule d'Epico. Ouais, même je parlais d'une balle d'automassage, une balle de lacrosse, tu vois, même classique, à la base. Même une balle de tennis, du coup, ferait l'affaire aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, c'est ça qu'on voit vraiment un écart de souplesse en quelque sorte. C'est de la souplesse, vulgairement parlant, assez impressionnant avant massage, après massage. Voilà, c'est pour faire un peu l'aparté parce que c'est très visuel encore une fois. Moi, je vois très bien de quoi tu parles. Une personne qui n'est pas vraiment aujourd'hui, familière avec ces sujets-là a plus de mal peut-être à se projeter. C'est vrai. Tu prends un test de souplesse qu'on peut retrouver en exercice de renforcement musculaire. Ne serait-ce que monter une barre au-dessus de la tête. Il y en a, quand ils vont monter avec les deux bras, ils vont pas réussir à tendre les bras, ils vont être coincés ou ils vont aller vers l'avant parce qu'ils n'auront pas assez de mobilité au niveau des épaules. On s'aperçoit que en faisant du travail d'automassage au niveau des pecs, ça débloquait. Tu vois, et les gens arrivaient à mieux faire le mouvement. Des fois, en faisant des étirements avec élastique, ça améliorait aussi. Et des fois, il y avait rien. Et c'est ça en fait la problématique. Je me disais mais pourquoi il y avait rien? Je n'avais pas vraiment de réponse. Je me disais il faudra peut-être mobiliser différemment, etc. Mais j'avais pas vraiment de réponse. Et je te parle là au début quand je me formais. Et donc je me suis dit, j'ai entendu parler de la posturologie. Je ne sais plus par quel biais. Un ami, je crois, qui avait fait une initiation en posturologie. Et je suis allé faire une initiation en posturologie sur un week-end. Et là je me suis dit waouh. J'ai découvert des trucs, on me parlait de réflexes archaïques, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois, avant. On me disait des trucs tout bêtes, du genre ton mouvement est limité parce que
tu peux avoir une cicatrice, parce que tu peux avoir tu sais, des métaux, que ce soit dans la bouche ou des métaux, des colliers, des chaînes, etc., qui peuvent limiter ton mouvement. Je me suis dit, ouais, c'est un petit peu foufou. Et finalement, j'ai vu que ça fonctionnait vraiment bien. Et là, je me suis dit, ok, je vais aller me former. Donc, j'ai commencé par me former en réflexe archaïque, en neurologie fonctionnelle, et puis après, je vais faire plusieurs courants en posturologie clinique, en réflexe archaïque, en neurologie fonctionnelle. L'idée, c'était après de vraiment comprendre pleinement les petites problématiques de chacun et comment on pouvait les régler. Et à force d'étudier là-dedans, je me rendais compte que on parle de réflexe archaïque, mais la base d'un réflexe archaïque, c'est une activation sensorielle. Et donc, je dis, c'est la base de la boucle sensorimotrice. L'action sensorielle qui va rentrer dans le cerveau pour te permettre de faire un mouvement. Et en travaillant là-dessus, je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'on a vraiment des effets positifs qui arrivent. Mais alors, quand moi, je faisais mon automassage, que ce soit au pec ou sous le pied, tu sais, pour créer de la mobilité, de la souplesse, en fin de compte, j'activais un certain type de propriocepteur. Et je m'apercevais par la suite, donc en testant d'autres propriocepteurs, parce qu'il en existe quand même plusieurs, tu sais, dans les mécanorécepteurs, tu as plusieurs récepteurs, tu as les fuseaux neuromusculaires adaptation lente, adaptation rapide, tu as les follicules pileux, enfin bref, tu vois, tu as plein de récepteurs différents au niveau proprioceptif, mais souvent dans le domaine du sport, du mouvement, on se concentre principalement sur les mécanorécepteurs. Donc c'est remettre en mouvement, renforcer par des exercices musculaires, une articulation qui a des problèmes. Tu vois, comme souvent l'épaule, on va faire l'exercice de l'autostoppeur ou des exercices de mobilité pour l'épaule. Et quand ça ne fonctionne pas, on se rend compte qu'en venant cibler des fois un autre propriocepteur, on a beaucoup plus de résultats. Parce que tout simplement, on ciblait pas la bonne chose. Et des fois, ça va même au-delà du propriocepteur, tu peux avoir une problématique à l'épaule, ça vient peut-être du système vestibulaire, tu sais, l'oreille interne, qui est à la base un petit peu là pour gérer l'équilibre chez les gens. Et donc, on se rendait compte qu'en travaillant le système vestibulaire, donc l'oreille interne du côté où tu avais mal à l'épaule, tu pouvais avoir des améliorations immédiates. Une meilleure stabilité de ton articulation, une meilleure mobilité, un meilleur contrôle musculaire. Et donc, c'est là où on s'est aperçu, en fin de compte, que la base du développement de l'être humain, c'est le système sensoriel. Et qu'en agissant dessus, on avait une grande amélioration sur le mouvement en général. Passionnant. Et du coup, tu as vu des changements après par rapport aux personnes que tu accompagnais, notamment dans les sports de combat. C'est vrai que moi, je le remarque aujourd'hui, je fais du Krav Maga depuis 1 an et demi, et je vois que pour certaines personnes, effectivement, la posture, t'as beau réviser des gestes, les faire des centaines de fois, malheureusement, ça ne passe pas. La garde n'est pas encore bonne, la posture n'est pas bonne, même les mouvements sont vraiment saccadés et sont, entre guillemets, archaïques. C'est tac, 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 c'est je décompose, ce n'est pas fluide. Et donc, tu as vu, toi, après, du coup, ces tests, parce que ce sont des tests, je pense, que tu proposes aux personnes que tu accompagnes, une amélioration significative de leurs gestes, de leur posture, même de leur niveau d'énergie, potentiellement? Ouais, alors tu as des améliorations sur plusieurs facteurs. Tu sais, il faudrait prendre cette boucle sensorimotrice. C'est dommage, pour les gens qui sont visuels, je sais pas si on pourrait partager un écran. Mais je pense que tu peux partager pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Je pense que tu as l'accès directement, effectivement, sur la vidéo. Je vais regarder ça. Et tu sais quoi, je vais vous partager quelque chose, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Et le temps qu'Adrien partage, je vais faire une petite digression, une petite parenthèse, et dis-moi ce que tu en penses. J'ai entendu ça récemment, j'ai pas eu le temps de creuser malheureusement. On parlait de l'oreille interne précédemment, toi et moi. Qu'est-ce que l'oreille interne? C'est un niveau à bulle, en quelque sorte. Pour justement voir s'il y a un équilibre quelque part. C'est ce qui fait qu'on peut être effectivement malade en bateau, parce que le niveau à bulle, du coup, n'est pas cohérent par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on perçoit. Et j'ai appris récemment comme quoi le fait que l'on titube après une consommation excessive d'alcool soit dû au fait qu'on change la viscosité de l'eau présente dans l'oreille interne. Et c'est en changeant cette viscosité-là que le déséquilibre se créerait. Alors j'ai pas encore creusé, mais voilà, c'est un élément potentiellement que tu pourras aussi creuser de ton côté. Ok. On pourra croiser un peu notre course à l'occasion. Je n'étais pas au courant. Je t'avouerai que je suis pas un consommateur d'alcool, je bois pas du tout d'alcool, et ça me va bien comme ça. Mais ok, c'est à creuser. C'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai aussi des gens qui viennent me voir, tu sais, des fois avec des problématiques. La problématique, c'est j'ai l'impression de marcher comme quelqu'un de bourré parce que l'oreille interne est complètement est défoncée, il n'y a pas les bonnes informations. Et donc, on essaie de travailler sur cette boucle sensorimotrice qu'on voit là à l'écran. Hein. Cette boucle sensorimotrice, c'est que les différents récepteurs sensoriels qui vont venir agir sur le cerveau, sur l'interprétation et la prise de décision pour améliorer tout ce qu'on veut voir, le mouvement sportif, la cognition et l'émotion. Et de nos jours, on a tendance, tu sais, dans notre société assez occidentale, de scinder les choses.
Si on veut travailler sur le côté psyché, il faut travailler sur le côté psyché seulement là-dessus. Si on veut travailler sur la cognition, il faut mettre en place des exercices cognitifs. Et si on veut travailler sur le mouvement, il faut mettre du mouvement en place. Mais le corps humain, il fonctionne un petit peu différemment. Il fonctionne, mais c'est un tout. Donc tout travaille en même temps. Les réflexes archaïques le montrent bien. Les réflexes archaïques, quand tu vas travailler un réflexe archaïque, tu vas agir à la fois sur le volet moteur, mais émotionnel et cognitif. Et chaque réflexe archaïque a différentes compétences motrices, émotionnelles et cognitives. Et donc, en fin de compte, on peut pas dire j'ai juste travaillé sur la psyché ou juste travaillé sur le mouvement. C'est un petit peu un tout. Et quand on parle de motivation, on sait qu'il y a certains réflexes archaïques qui peuvent être peut-être des bloqueurs de motivation. Qu'en plus de ça, quand on va travailler sur ce réflexe archaïque-là, ça va améliorer le tonus musculaire global du corps. Donc, en fin de compte, oui, tu gagnes en énergie, tu gagnes un petit peu en tout, tu vois. Et donc, moi, là où avant, pour reprendre ta question, tu demandais s'il y avait eu des améliorations. Chez les gens, avant, je donnais des protocoles de 30 à 45 minutes de mobilité que les gens devaient faire en plus de leur séance de sport. Tu vois, c'est super chronophage. Bien sûr. Mais moi, c'est ce que je faisais aussi au début pour moi, tu sais, parce que j'avais que ça, et puis j'avais vu des effets sur moi. Mais sur les autres, ça marchait pas tout le temps pareil. Et là, avec la neuro, tu te dis, tu fais des exercices, tu fais 3 minutes d'exercice tous les matins, et t'as une amélioration qui est beaucoup plus stable et qui va tenir dans le temps si tu poses cette fréquence que t'en fais tous les jours, 1 à 2 fois par jour, etc. Et donc tu vois là, cette boucle sensorimotrice, là où je voulais en venir, elle peut s'articuler d'une autre manière. Tu vois, on la remet ici, la boucle sensorimotrice, mais faite différemment. T'as des entrées sensorielles qui rentrent en permanence. Je suis dans la rue, il y a des odeurs, t'as le bruit, etc., etc. Mais t'as ton système sensoriel, comment il est développé? Est-ce que j'ai une bonne audition? Est-ce que mon système vestibulaire est bien calibré? Ma proprioception est bien calibrée? Mes yeux sont bien calibrés? Mais il y a aussi le stress de tous les jours qui rentre en compte. Il y a tes croyances, il y a l'activité physique que tu vas faire tous les jours, le sommeil, la nutrition, etc. Et ça va revenir dans ce fil d'interprétation. Et de ce fil d'interprétation va ressortir 2 choses. C'est soit d'un côté, le cerveau, tu sais, il pense qu'à une chose, c'est la survie en permanence. Est-ce que ce que je fais, c'est bon pour moi? Est-ce que je suis en sécurité? Si le cerveau, il se dit oui, toutes les informations qui arrivent dans le cerveau sont bonnes, il va te permettre de créer de la force, de la vitesse, un mouvement correct, quelque chose de cognitivement correct, une bonne émotion. Mais si par contre, tout ce que tu ramènes dans ton cerveau, c'est des mauvaises informations parce que tu manges mal, parce que tu dors pas bien, parce que ton activité physique, elle est vraiment faiblarde ou t'en fais pas du tout, que tes yeux, tu les travailles pas et donc du coup, tu sais, t'es tout le temps devant l'ordinateur, donc tes yeux, ils en pâtissent. Tout ça, ça va aller du côté survie et le système nerveux, à un moment, il va dire stop. Tu vois, tu vas venir comme appuyer sur le buzzer de survie et c'est là que vont commencer à se créer les tensions, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour imager. Que je voulais montrer ça, tu vois. Non mais c'est intéressant et ça rejoint parfaitement l'approche que je développe et que je présente dans le livre que je vais sortir bientôt. Effectivement, s'il n'y a pas de survie, si tous les indicateurs ne sont pas au vert, tout le reste forcément en pâtira. Que ce soit la concentration, la motivation, la productivité, la santé. Et parce qu'à nouveau, le but du cerveau humain, c'est la survie. Et tant que ce n'est pas OK, le reste forcément sera à nouveau négligé. Et je vais faire une parenthèse. Attends, dis-moi, vas-y. Ouais, non, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est le cerveau. Le cerveau, tu sais, on va prendre l'exemple de la cognition. Tu parlais de motivation au début de podcast. Oui. De motivation, de concentration. On va prendre l'exemple, tu sais, d'un enfant qui a du mal à rester concentré et motivé à l'école. Mais si son système sensoriel en permanence, il lui envoie des informations qui ne sont pas bonnes. Donc, par exemple, mon système vestibulaire n'est pas calibré. Donc, en chaque fois, je me sens pas bien si je bouge un peu, tu vois. Donc, ou je ne suis pas bien quand je suis en position assis, parce que la position ne me convient pas au niveau de ce que le cerveau peut me permettre de faire. À chaque fois, je vais bouger. C'est pour m'adapter. Peut-être que je vais bouger pour créer des stimulations vestibulaires parce que j'ai besoin de créer des stimulations vestibulaires pour rester concentré. Mais oui, c'est inconscient. Et c'est pour ça que les enfants, quand ils ont trop la bougeotte et qu'on dit mais ils sont pas concentrés, ils bougent tout le temps, etc. Mais ils sont en train de peut-être se stimuler pour essayer de rester éveillé, tu vois, et concentré. Mais pendant que cet enfant fait ça, son cerveau, il est pas apte à apprendre quelque chose parce que finalement, le cerveau, il est en train de dire attends, mes informations vestibulaires ne sont pas bonnes. Peut-être que je risque de tomber, peut-être que je risque de me faire mal. Donc, je vais pas être concentré pour apprendre. Tu vois, donc, on essaie de réguler tout ça pour permettre après tout ce qu'on va observer, tout ce qu'on veut améliorer. Il y a plusieurs sujets qui me viennent à l'esprit naturellement, mais déjà, est-ce que tu as pu voir une corrélation entre effectivement des défaillances d'entrée sensorimotrice et une élévation chronique du cortisol?
Parce que, mine Alors, de rien, ça crée un état de stress latent, constant. ouais, Cortisol, alors, adrénaline ou noradrénaline, peu importe, mais tu sais, par rapport au circuit de stress, on sait que quand tu as des émotions qui sont pas bonnes, c'est l'amygdale, tu sais, oui, qui va qui va gérer gérer. toutes les émotions fortes, notamment peur, crainte, etc. Et que t'as deux voies hein, au niveau de la peur, voie rapide et voie un peu plus longue, qui va passer par l'amygdale, l'hippocampe, donc toutes des zones qui sont dans le cerveau, mais qui vont te permettre d'analyser la peur, l'émotion, de comprendre d'où elle vient. Tiens, est-ce que je me rappelle de cette situation? Est-ce qu'elle est problématique? Ça va envoyer dans le cortex préfrontal qui gère les fonctions exécutives, Mm. donc notamment aussi les fonctions cognitives. Et après, tchoum, ça va envoyer directement des informations au tronc cérébral, au système Mhm. nerveux, qui nous intéresse parce que c'est par le tronc cérébral qu'il y a énormément d'entrées sensorielles. Et ce tronc cérébral, il va après envoyer les informations au reste du corps. Si si la personne, elle n'est pas bien calibrée au niveau émotionnel, en permanence, ton amygdale, ton émotion, elle va envoyer des informations à ton tronc cérébral. Dans ton tronc cérébral, c'est là où il y a toutes les informations de freeze, flight, fight, tu sais, donc Mhm. les réponses au stress. Soit je me pétrifie, soit je combats, soit je lutte. Mais donc, en fin de compte, ça va envoyer des informations à d'autres parties dans ton système nerveux. Donc, tu as notamment le locus coeruleus, qui est dans Mhm. le tronc cérébral aussi, qui va t'envoyer des charges, en fait, des hormones, hein, tu sais, qui vont activer le stress. Mais ton stress aussi va continuer à augmenter, et puis ça va faire une boucle de stress en permanence, parce que les informations ne sont pas bonnes entre l'émotion, le tronc cérébral, et puis toutes les autres glandes qui vont produire ces hormones de stress, et en permanence, ça va te diffuser du stress. Et donc, tous les gens qui sont stressés en permanence vont avoir des informations qui vont être tout le temps moins bien traitées, puisque de toute façon, les informations sensorielles se situent pour la plupart dans le tronc cérébral, en tout cas sont médiées par le tronc cérébral, et à chaque fois dans le tronc cérébral se produisent ces hormones de stress qui vont transiter soit par le tronc cérébral, soit qui vont être produites via le tronc cérébral, et qui vont envoyer des informations vraiment nébuleuses tout le reste de ton corps. Donc, donc oui, c'est quelqu'un qui va être en situation de stress en permanence. Ces hormones-là vont venir à chaque fois stimuler du stress dans ton corps. Tu produiras jamais rien de bien, quoi. Et c'est Donc terrible il parce faut qu'on venir travailler ça en premier. on voit les conséquences quand on poursuit les implications qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de cortisol, ça dit une hypersensibilité à l'insuline qui peut se mettre en place aussi à terme, du moins un terrain favorable à l'hypersensibilité, donc du diabète. Également une espérance de vie qui est réduite, parce que plus on est sensible à l'insuline, plus le taux de mortalité augmente. C'est éprouvé scientifiquement. Également, Mm. ça induit quoi? Plus d'inflammation. Donc une plus grande propension également à tomber malade, parce que le système immunitaire aussi carbure, donc s'épuise. Et après, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Ouais, mais c'est un cercle Je vicieux et tu sais pousse un peu, pourquoi? mais Parce que souvent quand on mange mal, tu sais, on se réfugie dans l'alimentation. oui. On dit souvent, je mange du chocolat de manière émotionnelle. Donc Mm. les gens ne vont pas bien, donc ils vont mal se nourrir, mais on sait que la mauvaise nutrition va créer de l'inflammation. Donc en fin de compte, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, c'est pour ça que c'est très important, si on reprend un petit peu l'infographie que j'ai présentée tout à l'heure, il faut que les informations de Mm. base soient le plus propres possible. Et moi souvent je travaille avec des enfants, je fais des stages, tu sais, sur une semaine un peu intensifs autour de la neuro des réflexes archaïques avec des enfants qui ont des problématiques de comportement et de motricité. Donc je retrouve des enfants qui ont des TDAH, des troubles autistiques, j'ai plein de problématiques. Et je suis obligé quand même d'envoyer des messages en disant aux parents, il faut arrêter de leur mettre des bombes de sucre dans leur Amen. sac, parce qu'ils Amen. viennent, ils font des goûters, c'est des bombes glucidiques. Et mais pour les parents ils ne comprennent pas. Tu vois que oui, mais la compote de pommes c'est bon, ouais, on peut faire mieux. Et encore, c'est pas le pire, la compote de pommes. Mm. Il y a des enfants, des fois, qui viennent me voir, tu vois, à 14 heures, ils me disent, j'ai plus d'eau dans ma gourde. Je dis, bah oui, mais tu sais, tu vas la remplir, ta gourde. Il y a des robinets, tu vois. Il dit, oui, mais j'ai plus de sirop, du coup. Et donc, je Mm. peux pas Ouais. boire. Ok. Donc, en fin de compte, t'es en train d'alimenter toi-même, les problématiques que tu as déjà. Et on crée de l'inflammation qui va envoyer de toute façon, parce que le cerveau, enfin le système au niveau intestin, c'est le deuxième cerveau, donc Mm. qui va envoyer des mauvaises informations via le nerf vague, etc. au cerveau. Enfin bref, c'est une boucle Et sans fin. j'en parle effectivement très régulièrement dans mon second podcast, le podcast Papapreneur. Effectivement, on a tous les deux des enfants. Toi, tu as un fils, moi j'en ai deux. Mon plus grand a 5 ans et effectivement, depuis qu'il est à l'école, c'est incroyable toutes les tentations qu'on lui met sous le nez. Et Mm. aussi de voir à quel point ses camarades sont addicts au sucre. Tu parles, toi, de sirop. Moi, j'ai le meilleur ami de mon fils qui tourne constamment du matin au soir au jus de fruits industriel dans sa gourde. Et c'est effectivement dramatique de voir l'exposition constante au sucre qu'ont nos enfants aujourd'hui. Et Ouais. aussi de voir à quel point que lorsqu'on veut faire les choses différemment, ne pas les exposer, éviter les bonbons, éviter le chocolat blanc, éviter le chocolat au lait,
on est malheureusement aujourd'hui quasiment ostracisé. Parce que ça devient presque de la maltraitance aujourd'hui que de priver ses enfants Ouais. d'aliments sucrés. Et c'est Ah fou, ouais. effectivement, c'est un peu, on marche un peu sur la tête par rapport à ça. Mais je te comprends complètement. Moi, mon fils, ça paraît, tu vois, bizarre. Euh, qui c'est que j'ai entendu parler de ça dans un podcast il y a peu de temps là, c'était Bedros Keuilian qui disait de nos jours, si tu consommes pas d'alcool, t'es vu comme quelqu'un de bizarre. Oui. Tu vois. Mais est-ce que, en fin de compte, c'est toi qui es bizarre parce que tu consommes pas d'alcool, tu vois, ou en fin de compte, c'est les autres qui ont besoin de peut-être de l'alcool pour se désinhiber, tu vois. Et après, avec tout ce que ça peut créer derrière. Euh, mon fils, avant l'âge de 3 ans, n'a pas mangé de sucre, tu vois. Enfin, pas de sucre comme on l'entend. Il y avait pas, tu vois, il y avait pas de gâteau, rien. On faisait tout nous-mêmes, etc. Alors c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts. Comme mon fils, avant l'âge de 3 ans, n'a pas regardé la télé. Les gens, ils étaient là, mais ouah, il a pas regardé la télé. Mais oui, avant l'âge de 3 ans, il faut pas que ton fils regarde la télé. On a 2 hémisphères du cerveau. L'hémisphère qui doit normalement se développer en premier, si on le met devant la télé dès qu'il naît, ton enfant, ben, il va pas se développer. Ça va être l'autre hémisphère qui va se développer. C'est là qu'on va créer des problématiques, comme on voit de plus en plus avec des jeunes qui ont des syndromes d'autisme virtuel. Tu sais. Et donc, quand je l'emmenais chez sa nourrice, quand il avait 2 ans, la nourrice, elle me disait, ah, vous savez, des fois c'est particulier parce qu'il y a des parents qui donnent des choses assez bizarres à manger à leurs enfants. Et je dis, ah bon, mais quoi, par exemple? Elle me dit, bah comme vous. Moi, mon fils, il mangeait de la vraie nourriture. On lui faisait des haricots verts à manger avec du poulet, tu sais, des trucs comme ça. Il y avait des œufs. On lui faisait à manger le matin et il avait. Mais oui, si ta nourrice, tous les midis, elle va chercher McDo, pour son fils, c'est complètement problématique. Tu Mm. vois? Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Alors oui, c'est sûr que les autres enfants, ben, c'était des pâtes à la crème, c'était du McDo, c'était des trucs comme ça, tu vois. Et là, oui, on est un peu bizarre par rapport aux autres personnes. Le problème après c'est oui l'école. Mon fils, il arrive à l'école à 3 ans, bah forcément la cantine le midi, tu vois, quand tu peux pas faire autrement. Et là à la cantine, bah déjà l'enfant, il mange ce qu'il veut, et puis il fait comme les copains, et puis il commence à dire ah ben j'aime pas. Mais pourquoi j'aime pas? Mais parce que je m'aperçois que je peux me limiter à manger que ce que je veux. Et ce que Mm. je veux là actuellement, c'est ben, le bout de pain, ça va être le morceau de fromage, ça va être le dessert. Et s'il y a des pâtes, je vais les manger, mais par contre, si c'est des légumes, je ne les mangerai pas, je ne les toucherai pas. Tu vois. Mm. Donc voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, d'autant plus qu'on voit l'industrie derrière qui met en place ce qu'on appelle le point de mince. Bah, c'est le bliss point en anglais que tu connais certainement, qui est le parfait mélange entre le sucre, le sel et le gras pour créer une addiction au niveau du Mm. cerveau humain. Parce que comme tu l'as très bien dit, comme je le répète très souvent, le but du cerveau, c'est la survie. Et là, tu crées une bombe calorique facilement comment dire, assimilable, donc le cerveau est attiré par ces produits-là. Mais oui, le Et cerveau, il se nourrit de sucre. bien sûr, de glucose Mais principalement. ouais, mais après, on peut avoir des glucides autrement que par Mm. un jus de fruits qui On est bien est d'accord. Mais sauf qui que, n'est pas comme tu as très forcément bien bon. dit, s'il y a problème de posture par-dessus, s'il y a environnement stressant, automatiquement, le Mm. cerveau nous pousse à consommer des ressources énergétiques rapides et denses. Ben, Donc, tu sais, les gâteaux, les bonbons, mais c'est assez compliqué à gérer. c'est tout le propre de la boucle sensorimotrice que je vous ai présentée. Hein. Mhm. C'est oui, les systèmes sensoriels envoient des informations au cerveau qui va l'interpréter en mouvement. Et si, par exemple, je sais pas, moi, tu viens de te faire mal au genou parce que tu allais courir, ouais, tu vas commencer à compenser, Mhm. ok? Bon, c'est correct, c'est pour pas que tu te fasses plus mal, tu vois. La douleur, elle est vive, ok, je compense. Mais à partir du moment où j'ai compensé, ben, ton cerveau, il se nourrit de cette boucle sensorimotrice. Donc, c'est-à-dire que ton autre pote, il t'envoie une mauvaise information, mais il va la renvoyer, tu vois, parce que c'est proprioceptif, t'as les messagers de douleur, etc. Et à chaque fois, ça va te créer ben, une habitude dans cette compensation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ben, à partir du moment où ils se blessent, ben, ils vont créer des compensations sur le long terme, qui vont continuer à se blesser parce que la boucle sensorimotrice n'est plus bonne. Donc oui, si tu donnes quelque chose de pas bon à manger à la personne, qu'au niveau gastrique c'est pas fou, et que la personne en plus elle a une mauvaise posture, chaque fois tout ça, ça va revenir Mhm. donner une nouvelle information au cerveau de tout ce que je fais ce n'est pas sécure, je vais continuer à compenser et à un moment je vais m'épuiser parce que je vais commencer à créer des vertiges, des troubles quelconques, des troubles de l'alimentation, des troubles de la posture, etc., etc. Passionnant. J'aimerais qu'on passe juste après au réflexe archaïque, mais avant ça, j'ai une question à te poser par rapport à la voûte plantaire principalement. On a parlé des enfants. Et de Mm. plus en plus d'enfants ont des semelles qui sont ultra compensées, avec pas mal de drops également. Le drop, c'est quoi? C'est l'écart entre la semelle au niveau du talon et au niveau des orteils, on va dire. Et j'ai souvent lu par rapport à ça qu'une théorie assez répandue, c'est le fait que le cerveau s'est beaucoup développé dès lors qu'on est devenu bipède et non plus quadrupède.
Pour quelle raison? Parce que tu as commencé à l'évoquer précédemment, quand on marche sur deux pieds, c'est tout le système vestibulaire qui se met en branle pour justement compenser potentiellement un terrain qui, lui, est accidenté, est archaïque, est chaotique également. Déjà, connais-tu cette étude-là, cette théorie-là, pardon? Est-ce que Oui, tu bien sûr. l'estimes comme étant plutôt vraie, plutôt fausse? Oui, Et la verticalité, c'est ce qui a fait que le cerveau s'est développé complètement différemment et que le corps humain aussi. verticalité, puis aussi après, tu as derrière la chasse qui s'est ajoutée, parce que qui dit chasse dit Ben oui. coordination, dit langage et dit élaboration des stratégies de plan pour Mm. capturer un animal. Et c'est comme ça, effectivement, que différentes zones du cerveau se seraient développées conjointement entre la position, effectivement, bipède et également la chasse et du coup, l'avènement de l'ère des chasseurs-cueilleurs en quelque sorte. Ouais. Et du coup, que penses-tu effectivement de ces chaussures-là qui aujourd'hui compensent un maximum, du fait que maintenant avoir un enfant ou même un adulte d'ailleurs qui marche pieds nus, aujourd'hui c'est très mal vu, alors qu'au final on est fait pour marcher pieds nus. Et Ouais. souvent l'argument qui vient derrière ça, c'est une projection d'adulte comme souvent, c'est marcher pieds nus ça fait mal. D'accord, mais est-ce que c'est pas Oui. le fait de ne pas marcher pieds nus qui génère le fait que ça passe mal plutôt? Donc Ouais. on s'est déshabitué justement. En fait, on passe, et là tu vas compléter ça je pense avec les réflexes archaïques, par une désensibilisation de la voûte plantaire. Exactement. Logiquement on devrait passer par là, et maintenant c'est plus le cas. Donc Ouais. voilà, j'ai balancé plein d'informations. Essaie Ouais, d'en faire c'est une bien. réponse. Ça nourrit. Ça va Les nourrir ma réflexes. réflexion. J'essaie de rien oublier. Tu sais quand même que l'être humain, on va refaire un cours d'histoire. Dans le cours d'histoire, il y a eu la préhistoire. C'est là où l'être humain est arrivé. Enfin, l'homme est arrivé en tant qu'homme. Mhm. Tu sais. Il y a eu l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, elle a 234 ans. Tu vois, 234 ans où on a vu surtout ces dernières années apparaître de plus en plus de confort, la télé, etc., etc. Mais l'être humain, pendant 3 millions d'années, il était en préhistoire. Tu vois, Mhm. 3 millions d'années où il a marché pieds nus, tu vois, où il était là juste feu, tu vois. Donc 3 millions d'années où il a utilisé ses compétences archaïques. Ça veut dire que à l'échelle de nous en tant que vivants, tu vois, si on reprenait ça entre j'ai 0 ans à 90 ans, l'âge potentiellement auquel je vais décéder, bah à l'échelle de l'humanité, on est l'ère contemporaine, elle est au jour 1 ou jour 2, quoi, tu vois. Mais c'est intéressant Ça parce que veut dire justement, dans mon livre, effectivement, je te coupe rapidement, mais j'ai mis une oui, bien frise qui sûr. représente très bien ça, où on dézoome un maximum et on voit l'apparition du premier homme, c'est Toumaï, et on voit aujourd'hui l'époque contemporaine. Et l'époque contemporaine est tellement courte qu'elle se confond avec le néolithique. On peut pas les Ouais. séparer. C'est pas possible. Visuellement parlant, les deux sont conjointes. Ah Donc, ouais. dès lors que l'agriculture est apparue à aujourd'hui, sur une frise chronologique assez large, en fait, on peut pas avoir, c'est le même trait. Ouais. Pour montrer à quel point c'est ridicule aujourd'hui. L'Antiquité a commencé à apparaître, tu sais, au niveau historique, là, on l'a placé quand il y a eu l'apparition de l'écriture. C'était Hum, en moins 3000. hum. Mais, et les 3 millions d'années qu'il y a derrière, Et tu c'était vois. littéralement hier. Voilà, c'est ça. Et après, malgré le fait qu'on a commencé à avoir de l'agriculture, etc., on fonctionnait pas dans des semelles tout confort, les chemins étaient chaotiques, il y avait pas de route, etc., etc., tu vois. Donc, Hum, c'était quand même différent. Et l'enfant, il se développait, il n'était pas dans un trotteur, il n'était pas dans un parc, il se développait naturellement. Et tu le vois avec l'enfant. Donc déjà, l'enfant, je vais revenir sur ta première remarque. L'enfant qui porte de plus en plus de semelles compensées. Un enfant crée sa voûte plantaire entre 5 et 7 ans. Tu vois, je donne une moyenne large parce que tout le monde n'est pas égal. Entre 5 et 7 ans. Donc ça voudrait dire que avant ça, mettre une semelle, ça paraît déjà assez loufoque, tu vois. On n'a pas donné sa chance au pied. Pour revenir un petit peu plus tôt, c'est 90% des gens, et attention, on en fait partie dans cette maison-là, c'est que quand l'enfant est né, le premier truc que tu dis c'est « Ah, j'ai pas envie qu'il ait froid, donc je vais lui mettre des chaussettes. » Moi, qu'est-ce que je me suis battu avec ma compagne quand je lui ai dit non, mais le froid, c'est notre perception à nous. Tu vois, le D'autant plus froid, qu'un l'enfant, enfant a plus de graisse brune que l'adulte en plus, de base, pour se ouais, réchauffer justement. Et là, ça me fait, je digresse pas mal, je t'interromps, j'en ai conscience, mais j'ai un élément à il y a placer pas qui est de souci. intéressant. Quand on va dans les pays nordiques, notamment la Norvège, on voit qu'ils font Mm. dormir leurs enfants sur les balcons de leurs 0 à leurs 5 ans, pour justement les habituer au froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau a sa plasticité cérébrale et la graisse également. Et quand on fait travailler la graisse brune, qui n'est pas de la graisse viscérale, qui n'est pas de la graisse, on va dire, d'embonpoint, mais qui est une graisse créée pour faire de la chaleur, plus on va l'exposer au froid, plus on va s'exposer au froid, plus on va en produire. Et donc, plus on respirera au froid, nous aussi. Donc, moins on va l'habituer inversement, plus on sera frileux. Donc voilà, pardon, j'ai interrompu pour dire ça, mais c'est vrai que c'est Exactement. stupéfiant de voir que Super finalement, intéressant. il Et puis y a surtout au niveau immunitaire, on verrait des choses vraiment probantes en allant dans ce sens-là. Mais outre le fait de placer ses enfants dehors, si c'est important de placer les enfants dehors. C'est Mmh. très important. Moi, mon fils, tu vois, donc en plus quand il naît,
il naît avec un réflexe de Babanski. Un réflexe de Babanski, c'est un réflexe, c'est tu stimules le bord externe du pied comme ça, et le pied, il va se placer vers l'intérieur, il va s'ouvrir en éventail, etc. Et en fait, c'est le réflexe qui va te permettre d'utiliser ton gros orteil plus tard. Donc, d'aller dans la reptation quand t'es ventre au sol, puis après, de produire une voûte plantaire, tu vois. Donc, il y avait un souci là-dessus. Donc, le pédiatre, en plus, le premier jour, il nous dit, il faut stimuler ici, cette zone réflexe. C'était réflexe de Babanski. Et j'ai vu après que quand il commençait à vouloir faire du quatre pattes, non, il voulait même pas faire de quatre pattes, il voulait tout de suite se lever. J'ai restimulé cette zone de Babanski et tout de suite, il a refait du quatre pattes. Et là, je me dis, bon, il y a un petit souci sur la zone de Babanski et on va quand même la solliciter un petit peu. Mais je voyais que la voûte plantaire ne commençait pas trop à apparaître. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on va commencer à un petit peu plus la stimuler. On allait marcher beaucoup pieds nus dehors. Donc, il a jamais été en chaussons quand il était petit, hein, mon fils. Tu vois, c'était vraiment tout le temps du pied nu. Allez, quand tu sors dehors, c'est l'hiver. Oui, tu mets des petites chaussettes, mais tu me mets pas en chaussons tant qu'il sait pas marcher. Tu vois, ça c'est une hérésie. Et donc après, je lui disais, tiens, allez, viens, on va jouer dans l'herbe. Il jouait dans l'herbe. Oui, des fois il pleut, c'est humide, il y a de la terre, mais c'est pas grave. Le pied il se façonne parce qu'il s'est façonné comme ça pendant 3 millions d'années, tu vois. Oui. Et après, on allait marcher parce qu'on a des petits cailloux devant chez nous. En fin de compte, on faisait un parcours pieds nus, quoi, tu vois. Et après, j'allais dans ma salle de consultation qui est collée à mon domicile. J'ai plusieurs disques de matières différentes, etc. Et je le faisais marcher dessus. Et là, en fin de compte, la voûte plantaire a hyper bien réagi et très très rapidement. Et là, a commencé à se mettre la voûte plantaire en place. Le problème, c'est que les parents qui vont mettre des chaussons, tu sais, à leur enfant et ça va perdurer comme ça et après on va les mettre dans tu commences à faire du sport à l'école, on va te mettre dans une chaussure de plus en plus amortie pour pas que tu te fasses mal. Et puis tiens, ta voûte plantaire elle est pas encore trop faite, tiens, on va prendre des chaussures avec un support d'arche. Mais en fin de compte, si on met un support d'arche, l'arche du pied qui est censée venir s'aplatir et propulser le pied, elle a plus besoin de se créer puisqu'il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Ok? Donc en fin de compte, plus d'intérêt de le mettre en place. Et donc là, je commence à développer des gens qui vont être hypersensibles au niveau du pied parce qu'ils n'ont pas développé leur capacité du pied. Et on voit le petit enfant, tu sais, quand il est petit, au début, le bébé, quand il naît, il y a rien, c'est un vide complet. Il a une bouche, c'est pour s'allaiter, et il a des mains qui agrippent et des pieds qui agrippent. Tu vois, parce que c'est la survie. Il devait s'agripper à maman pour survivre, sinon à l'époque archaïque, il s'agrippait au poil de maman, sinon il pouvait se faire bouffer par un tigre aux dents de sabre, tu vois. J'extrapole, mais on doit être pas trop loin. Et donc l'enfant, on le voit après, il se désensibilise, il frotte ses pieds, il frotte ses mains, tu vois. Mais on a besoin de ça. Mais si on protège tout le temps ces zones-là, elles peuvent pas se désensibiliser. Et donc du coup, ça crée des gens qui ont des hypersensorialités au niveau du pied, etc., etc. Donc est-ce qu'après il faut prôner pour tout le monde un drop minimaliste? C'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup aussi maintenant qui font l'inverse et qui disent c'est pas bon de courir avec des chaussures compensées, tiens je vais repasser sur des drops très courts, 0 mm, 2 mm, 4 mm, tu vois. Et le problème c'est que là on a d'autres types de blessures qui vont apparaître parce que c'est pas assez progressif, parce qu'il y a des gens ils sont hypersensibles. Tout le monde à l'âge adulte n'est plus fait pour vraiment marcher pieds nus dehors. Il va falloir y aller progressivement finalement. Et parce que nos ancêtres marchaient sur une terre qui était meuble et non pas sur un béton qui renvoyait les ondes de choc à chaque fois. Ce qui joue aussi pas mal sur la course. Ouais. Faut marcher dans du gazon, c'est déjà pas trop mal. En les forêt, cailloux, tu vois, agréable, les petits cailloux. Les cailloux. Alors ouais, c'est pas agréable les cailloux. C'est pas agréable. Mais parce que ton pied, il est plus façonné pour le faire. Il a plus cette habitude. Mais l'idéal, ouais, ça serait ça. Et donc si vous avez des parcours sensoriels près de chez vous, ça peut être pas mal de le faire, tu vois. Ne serait-ce que s'habituer à remarcher chez soi pieds nus. Très peu de personnes le font également. C'est bien et là aussi où c'est moins bien, et je m'en suis aperçu, tu sais, notamment avec les jeunes enfants de nos jours. Tu sais, avant, nos grands-parents, c'était des moquettes partout. Tu vois. Et donc, quand tu avais de la moquette partout, quand tu marchais, ça te donnait une stimulation sensorielle. Ça te faisait un frottement. Et puis toi, quand tu étais par terre en tant que bébé, tu pouvais facilement agripper le sol pour faire du rampé avec ton gros orteil, etc. De nos jours, c'est du carrelage partout, tu vois. C'est ce que j'ai chez moi. Hein. Et donc, je m'en suis vite rendu compte quand mon fils faisait son rampé. Il faisait pas son rampé comme il fallait parce que c'était du carrelage, donc il glissait. Donc beaucoup plus facile de se déplacer quand tu glisses. Donc là, il fallait le placer, on le plaçait sur des tapis, on le plaçait sur des sols un peu plus durs pour le forcer à activer ces zones-là. Et donc, quand on se déplace chez soi, on a souvent maintenant du carrelage, de plus en plus de gens ont du chauffage au sol, on est encore dans cette situation de confort. Donc voilà. Moi, j'aime bien l'idée de dire, alors, faut pas que ça se fasse sectaire ou quoi que ce soit, tu vois, mais si tu as la possibilité de le faire,
c'est le matin, quand tu te lèves, va marcher un peu dehors dans ton jardin. Tu vois? Parce que non seulement, tu vas prendre la lumière du soleil, donc ça sera positif pour toi, mais en plus de ça, ton pied, il va prendre des stimulations, il va prendre des afférences sensorielles qui seront très bonnes pour lui, quoi. C'est intéressant, c'est que cette exposition au soleil, on n'en parle pas assez, mais c'est essentiel, notamment le matin, pour activer le rythme circadien. Et notamment Bah quand ouais. on fait une grosse impulsion de cortisol qui va du coup donner de l'énergie au réveil. C'est pas le café qui donne l'énergie, c'est l'exposition au soleil qui en donne. Et surtout Mm. qui impulse entre 12 et 14 heures après la production de mélatonine. Donc c'est le Ouais. matin qu'on prépare le sommeil. Plus en parlant de soleil, on parle de vitamine D. On parle d'exposition à une air qui est potentiellement fraîche, d'exposition au froid, donc d'un stress léger, de Mm. stimulation du coup au niveau du corps, de la graisse brune. Bref, les bénéfices sont Et puis importants. même au-delà de ça, c'est l'être humain, il est fait, on reprend ces 3 millions d'années, l'être humain, il est fait pour vivre dehors. Bien sûr. Et nous, on est enfermés en permanence. Donc, ce qui fait que notre vision est moins bonne Mmh, parce qu'on a toujours des informations qui sont très proches de nous. mmh. L'être humain, il est fait pour voir au loin, tu vois. Et on voit des améliorations quand même énormes sur les capacités oculomotrices quand les gens ils prennent le temps de souvent aller marcher dans la nature. Mmh. Tu vois. Et donc c'est pas que bon pour la santé, c'est bon aussi pour les yeux, c'est bon pour plein de choses d'aller dehors. Et je compléterai tes propos par le fait qu'on n'est plus habitué à voir sur les côtés. La vision périphérique aujourd'hui se Ouais. réduit de plus en plus. Et en Ouais. remarquant l'extérieur, on peut la développer à nouveau. Et c'est ça qu'on peut naturellement faire pas mal d'exercices en marchant. Juste le fait de fixer un point proche, puis un Mm. point éloigné. Point proche, éloigné. Côté, latéral, devant, etc. Et ça Et pour se prend 5 concentrer minutes. sur même de prendre conscience de, tu sais, quand tu marches, moi c'est ce que j'essaie de faire, hein. J'ai un chien, il me promène 2 heures par jour et je regarde de loin et j'essaie de prendre conscience des informations qu'il y a sur le côté. Mm. Tu vois, et de le faire travailler. Pourquoi? Parce que en fin de compte, cette vision périphérique, elle est, comme tu l'as dit, elle est vraiment sous-estimée, mais c'est le nerf crânien 2. Le nerf crânien 2, il donne énormément d'informations un peu partout dans le cortex cérébral. Donc rien qu'en travaillant sur sa vision périphérique, on va potentiellement améliorer tous ces inputs sensoriels dont je parlais au début avec la boucle sensorimotrice. Donc c'est Et très toi très qui viens important de le des faire. sports de combat, c'est un atout Bah considérable oui. d'avoir une bonne vision périphérique. Ah bah oui, si t'es bloqué là, tu sais, des fois tu fais des tests de vision périphérique. T'es ici, tu dis aux gens, Mm. vas-y, ouvre les bras, est-ce que tu vois encore tes pouces? Si t'as des gens, ils sont là, ils bloquent à moitié chemin, à 45 degrés. C'est délétère. Alors oui, forcément, si t'es dans les sports de combat, tu vas pas voir venir le coup quand il va venir par ici. Si t'es dans le foot et que tu joues sur le côté gauche, tu vois aucune information à droite. T'es obligé de Mm. tourner la tête en permanence. Donc déjà, ta capacité visuelle sur le terrain, elle est réduite, mais en plus, ta capacité à voir toutes les informations et à les traiter va être encore plus lente parce qu'à chaque fois, tu es obligé de regarder pour prendre une information. Mm. Donc Et voilà, là, on c'est parle que important de de sport, trouver. mais aussi quand on est sur la route, on peut éviter des accidents grâce à ça. Ah bah oui. Forcément. Parce que la zone d'analyse est plus ample qu'une personne qui malheureusement n'a pas cette capacité-là. Ah ouais, tu vois vite Le danger le arrivé. cerf débouler sur la droite ou la voiture qui te double. Mais tout ça, c'est des informations qui sont super intéressantes, importantes. Comme notamment, tu as un réflexe. Comme tu parles de ça, ça me fait penser à ça. Tu as le réflexe tonique asymétrique du cou. Mm. Donc, c'est le bébé, quand il tourne sa tête, il tend le bras automatiquement. Normalement, tu devrais plus l'avoir au bout de quelques mois. Tu vois, il doit s'intégrer pour laisser place à autre chose dans le développement de l'être humain. Il y a des gens qui l'ont encore à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il s'est pas bien développé quand il était enfant, peut-être que il est revenu parce qu'il y a eu une problématique cervicale aux épaules ou quoi que ce soit. Tu sais, le cerveau, il compense et il fait des fois ressurgir ces réflexes archaïques-là. J'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, quand je tourne en voiture, quand je prends l'information de regarder, comme on t'apprend à Oui. l'auto-école, regarder avant de doubler, ils partent tout de suite. Mm. Parce que le bras, il s'active et tout de suite, ils partent. Et donc, c'est super dangereux. Mais imagine un motard, s'il prend pas la bonne information, qui tourne la tête et qui tend le bras, potentiellement, c'est un accident, qui peut être mortel en plus. C'est un réflexe qui fait du coup que quand t'as les bras devant, tu tournes la tête, les yeux fermés, tes bras viennent avec. Mais normalement, ça devrait pas Oui, venir. ça Mais devrait oui, pas, ça c'est devrait pas, oui. actif. Oui, si, tu le fais, Ouais, c'est comme ça, oui. ouais. Et honnêtement, j'ai énormément d'enfants de 6 à 11 ans, je le vois. Je dis 6 à 11 ans parce que je travaille énormément avec des enfants de 6 à 11 ans. Et il est encore actif. Et le problème, c'est que derrière, au-delà du fait que il y a des compensations motrices, tu vois, mais au-delà de ça, il y a des gros problématiques cognitives parce que ce réflexe-là met en place tous les systèmes d'apprentissage. Que ce soit Ok. au niveau de l'orthographe, de l'écriture, de la lecture, la capacité à faire plein de choses de manière cognitive, c'est ce réflexe qui va le mettre en place. Donc c'est compliqué si l'enfant l'a encore à 10 ans, quoi.
J'ai deux questions par rapport à ce réflexe-là et par rapport à ce que tu partages. La première, est-ce que c'est pas intéressant dans certains métiers ou certains sports de le conserver? Là, je pense à la personne à l'armée qui a son fusil, qui directement tourne la tête et peut tirer simultanément, tu vois. Plutôt que de Alors découper c'est tel geste. super intéressant ce que tu dis. Parce que on a bossé justement avec un tireur sportif Ok. qui fait partie de l'élite mondiale, tu vois. Et donc lui, il avait un réflexe tonique asymétrique qui était super développé, Mhm. tu vois, et il était vraiment présent. Le problème, c'est que, bah, à force, tu sais, il faisait des fois, c'était 2 heures de compétition de suite, tu vois, où il était concentré, etc. Mais il y avait tellement de tension qu'il en souffrait. Mhm. Et de venir travailler sur réflexe tonique asymétrique, du coup, ça lui a permis de libérer ces tensions. Ok. Alors, Intéressant. au niveau du sportif, il y a toujours cette question de est-ce qu'il faut intégrer quelque chose parce qu'on ne sait pas. Tu sais, il est en train de performer. Oui, il est en train de performer, mais en même temps, bah, t'as le tonus postural, le tonus musculaire qui a des mauvaises informations, qui est des fois un peu tendu. Donc, est-ce qu'il est en train de performer tout de suite et il risque de se blesser? Bon, bah, si on prend ça en compte et qu'on veut vraiment qu'il performe, peut-être qu'on va lui laisser. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est, tu sais que quand tu donnes un exercice sur un réflexe archaïque, sur un neurofonctionnel, etc., ça va avoir un impact immédiat. Ça veut dire qu'un exercice de 20 secondes peut améliorer tout de suite la motricité chez quelqu'un. Et donc, moi, j'aime bien dire, teste un exercice sur la personne. S'il répond favorablement, regarde sa compétence et sa performance si elle est amoindrie. Si elle s'amoindrit parce que on a travaillé sur sa boucle sensorimotrice et donc on a modulé l'information qu'elle était mieux, etc. Et qu'en plus de ça, ça le fait encore plus performer, et ben on garde. Tu vois, cet exercice. On va lui permettre de réintégrer ce réflexe archaïque. Par contre, si ça a détérioré sa performance, eh ben on arrête de le travailler. De toute Mhm. façon, une demi-heure plus tard, l'effet positif de l'exercice que tu viens de faire n'aura plus d'intérêt. Tu sais, c'est comme quand on parlait tout à l'heure de balles de massage. Tu fais du massage sur la balle ou t'étires ton muscle. Tu sais que tu as une amélioration immédiate de la souplesse, mais par contre, tu sais que dans 2 heures, c'est fini. Tu l'auras plus cette souplesse. Il va falloir que tu retravailles de manière régulière pour l'obtenir durablement. C'est exactement la même chose avec les réflexes archaïques. L'avantage aussi, c'est on a pas mal échangé avec Julie Bastière qui a l'ESTAC à 3. Elle est doctorante et elle fait des études sur les réflexes archaïques auprès des U15 de l'ESTAC à 3 Ok. justement. Et donc il y a beaucoup d'analystes. Elle a pris les analystes, tu sais, les data analystes là du club, et donc ils sont allés regarder plusieurs capacités en cours de jeu et en parallèle elle travaillait sur les réflexes archaïques. Ce qu'ils ont observé, c'est de toute façon de travailler sur le réflexe archaïque, ça ne changeait pas, il y avait rien de néfaste, tu vois. Ça ne Mhm. changeait pas Les de performances. ce point de vue-là. Voilà, Mhm. ça ne peut que améliorer en fin de compte. Mhm. Intéressant. Et la deuxième question que j'avais par rapport à ça, du coup, par rapport à ce réflexe notamment que tu as lié à l'apprentissage, comment est-ce qu'on Mhm. voit ce lien? Comment est-ce qu'on le trouve? D'où on sait qu'il y a un lien entre ce réflexe-là potentiellement non intégré et les troubles de l'apprentissage spécifiques à la cognition, à l'écriture, etc., comme tu as pu le mentionner précédemment. Alors l'origine, j'aurais du mal à te le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont bossé dessus. Les deux principaux qui ont bossé énormément sur les réflexes archaïques, c'est la docteure Masgutova, qui est Ok. russe, et Peter Blight, c'est qui est anglais. Et eux, je sais qu'ils ont beaucoup bossé sur les réflexes et c'est eux qui ont fait la plupart des liens avec les réflexes. Même D'accord. si des fois dans la littérature scientifique, tu trouves aussi des liens sur les réflexes, etc. Donc, je leur laisse cette étude-là. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que quand j'ai un enfant et tu sais, les parents ils viennent et ils me décrivent. Je vais te donner l'exemple d'un jeune handballeur que je suivais. La maman, elle me dit, je te ramène mon enfant parce qu'il a des problématiques en handball. Donc, il a des problématiques sur recevoir la balle, Mhm. sur le tir, il a une mauvaise coordination œil-main. Dès qu'il tire, boum, il tire à côté, tu vois. Donc les passes, c'est tout aussi pourri, tu vois. Et donc, du coup, ça en fait un mauvais coéquipier. Donc il se sentait un peu exclu par rapport à ça. Et quand je commence à discuter avec la maman, je m'aperçois qu'il y a aussi des difficultés cognitives. Et il y a des problématiques sur l'écriture, sur la lecture. Tout ce que je te disais tout à l'heure, en fin de compte. Mhm. Et donc il y avait ce fameux réflexe tonique asymétrique du coup qui était bien présent chez l'enfant. On a travaillé autour de ça. Non seulement la maman, elle m'envoie un message 2 semaines après, elle me dit la maîtresse m'a appelé en me disant, je sais pas ce qui s'est passé avec votre fils, mais l'écriture s'est améliorée de manière phénoménale. Mais en plus de ça, il a commencé à marquer des buts en hand et à faire des passes convenablement. Donc, tu vois que ce lien, on le retrouve un petit peu dans le quotidien. Ok, super. Après, C'est- l'origine du lien, Mhm. je sais que Peter Blight,
Sally Godard, on avait parlé dans un podcast une fois, il faisait des recherches, tu sais, par exemple, il faisait une stimulation et tout de suite après il regardait ce que ça entraînait. Une autre stimulation et ce que ça entraînait. En fait, il a passé sa vie à faire ça et à faire D'accord. de l'observation, de faire des études, On est plus etc. sur de l'empirisme aujourd'hui que sur. Ok. Ouais, ben ça Mais après ils ont fait des études en laboratoire là-dessus, d'accord. normées, etc. Donc voilà, je sais que Blight, il a fait pas mal d'études. Masgutova a fait aussi beaucoup d'études. Les études de Masgutova, elles sont un peu moins tolérées parce que tu sais le protocole était pas à 100% comme il voulait. Mais bon, Masgutova, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une des mères des réflexes archaïques. Hein. Masgutova, elle a fait des études sur des milliers de personnes, et tu peux les retrouver sur le site internet de son école, avec tous les protocoles. Elle a défini tous les protocoles. Alors ouais, des fois, peut-être qu'elle a... je sais pas exactement ce qu'elle a oublié, mais peut-être que oui, elle a pas appelé un organisme bien précis, c'est pour le faire, mais t'as quand même 2000, 3000 personnes qu'elle a suivies sur une problématique pendant plusieurs années pour s'apercevoir des améliorations. Donc pour moi déjà c'est déjà pas mal, même si c'est pas evidence based à 100% quoi. Oui, mais c'était peut-être plus sa route qu'une étude menée sur 12 personnes Bah oui, sédentaires, c'est etc., ça. dans un labo ultra contrôlé où on le sait et on n'en parle jamais, effectivement, comme quoi le cadre de l'étude influence l'étude aussi. Oui, bah On en attends, parle tu fais un très truc souvent de dans ça. un laboratoire, t'auras pas du tout la même chose dans une classe Bien déjà, sûr, tu vois, ou bien sûr, dans le monde réel. Et on sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, une étude t'arrivera à sortir ce que t'as envie d'en sortir. évidemment, Donc voilà, évidemment, comme les statistiques en général. exactement. Euh, Comment est-ce qu'une personne aujourd'hui peut savoir si oui ou non elle a un réflexe archaïque qui n'est pas intégré? Déjà, pour rappel, un réflexe archaïque, c'est un réflexe pour lequel on doit passer à l'enfance. Hmm. Et qui malheureusement, du coup, quand on passe par ce réflexe-là, on va l'intégrer, donc on va le supprimer en quelque sorte, on va plus l'activer volontairement ou involontairement. Et à l'inverse, si on n'est pas intégré, c'est qu'on n'a pas assez travaillé dessus à l'enfance, entre guillemets, tu iras préciser mes propos juste après, hein. Et du coup, on l'hérite Hmm. aujourd'hui. Et l'héritage qu'on en a aujourd'hui peut nous poser problème. Typiquement, je prends le cas de ma grand-mère, qui a le réflexe de Moro qui est vraiment ultra Hmm. actif, ultra sensible. Dès que je la touche, hop, on voit les mains qui s'écartent, les épaules qui se Ah oui. contractent et tout. Et donc, effectivement, au moindre bruit, à la moindre secousse, au moindre élément, ça lui crée un stress énorme qui est potentiellement, Hmm. bah, du coup, surreprésenté par rapport à la situation, qui crée de la fatigue, de l'angoisse, et j'en passe. Et Ouais. du coup, comment effectivement une personne aujourd'hui pourrait s'auto-évaluer, si c'est possible, pour voir certains réflexes, s'ils sont ou non présents encore dans son système nerveux. Alors moi je vais te dire déjà un truc tout simple pour revenir sur le réflexe de ta grand-mère. Actuellement, quand je teste des gens, j'ai 100% de gens qui ont un réflexe de Moro présent. Ok. 100%. Tu vois. Alors, ce que je dis aussi souvent, il faut faire attention. Le réflexe de Moro, tu sais, on a tendance à le tester. Je me mets debout, les pieds Oui. joints, je mets les bras devant, je ferme les yeux, je bascule la tête en arrière et je me laisse tomber en arrière. La capacité de se laisser tomber en arrière ou pas. C'est juste un test parmi tant d'autres. Parce que malheureusement, ce test, si la personne qui est devant toi, elle a confiance en toi, elle va se laisser aller en arrière. Et Hmm. pour autant, ça veut pas dire qu'elle a pas ce réflexe de Moro, tu vois. Donc, 100% des gens que j'ai en bilan ont un réflexe de Moro. Et là, je te parle d'enfants, de personnes lambda, ou alors de sportifs de haut niveau, tu vois. Hmm. Donc, peu importe le public, on a ce réflexe de Moro. Le pire, c'est quand on a un réflexe de peur paralysante derrière, et on en a aussi beaucoup de plus en plus de nos jours. Comment ces réflexes ils peuvent être présents encore à l'âge adulte, alors qu'ils sont censés normalement s'intégrer. Tu vois, après l'âge de 3 ans, tu devrais plus avoir de réflexes archaïques qui sont encore présents. Après, ça laisse place à des réflexes de vie, mais qui vont être là pour t'aider dans la vie de tous les jours. Tu vois, qui sont normes. Par exemple, il y a un fort bruit autour de moi. Je peux avoir le réflexe de sursaut. C'est juste, hop, je sursaute. C'est quelque Hmm. part pour me protéger. Mais je devrais pas être en arrière ou je devrais pas faire un Hmm. retrait puis bloquer ma respiration et être pétrifié. Tu vois, ça c'est pas bon. Ça c'est un réflexe archaïque qui serait encore présent. Le problème, c'est que quand tu vis dans ta vie un trauma physique ou émotionnel, quelconque, ça peut être une blessure, comme ça peut être un décès, etc., tu peux avoir ces réflexes archaïques qui ressurgissent. Et en plus de ça, mais on sait que chez les personnes âgées, les réflexes archaïques ressurgissent. Donc à partir du moment où tu vieillis, tes réflexes archaïques ressurgissent. Tu vois. Donc il va falloir retravailler dessus. C'est en lien Après, avec quoi? Si t'as des informations par rapport à ça, c'est quoi? C'est plus de c'est vulnérabilité, plus d'insécurité? l'avancée de l'âge qui fait que le déclin fait ressurgir les réflexes archaïques. Donc Ok, voilà. peut-être un J'étais lien du coup tombé sur avec la sécurité potentiellement, du coup, vu qu'on a affaibli, on a amoindri. Peut-être que le corps, effectivement, possiblement, mis je ses sais pas, j'ai pas garde-fous. creusé là-dessus. J'ai vu passer 2-3 études il y a quelques mois et je les ai mis dans mon bric-à-brac d'études. J'arrive pas à les retrouver. Là, faudra que je recherche, mais Intéressant. je les ai sur mon ordi, c'est sûr. Mais en tout cas, on sait
que les réflexes archaïques ont tendance à ressurgir plus tu vieillis. Au-delà de ça, par rapport au fait qu'ils ressurgissent, ta question initiale, c'était par rapport Je pense qu'on peut identifier potentiellement chez soi la présence d'un réflexe archaïque qui ne serait pas intégré. Voilà ce que je voulais dire, je me rappelle. Ce n'est pas parce que j'ai un réflexe archaïque que je vais potentiellement avoir un problème. Ok. Par exemple, je peux avoir un réflexe tonique asymétrique, du coup, présent toute ma vie et n'avoir aucune difficulté. Tu vois. Parce que, voilà, il faut être honnête, 95% des gens ont une mauvaise posture, qu'on pense, etc., tu vois. Ont, quelque part, que ce soit un trouble émotionnel, cognitif ou moteur. Donc voilà. Par contre, il y a des gens, ça va avoir aucun impact sur eux, toute leur vie. Par contre, quand j'ai une problématique motrice, cognitive ou émotionnelle, je sais que je vais avoir un réflexe archaïque derrière. Et donc là, retravailler sur l'entrée sensorielle du réflexe archaïque, puis après sa composante motrice, ça va nous permettre d'aller mieux, d'intégrer tout ça. Donc, comment voir que j'ai une problématique? C'est si j'ai une problématique, je sais que potentiellement derrière j'ai un réflexe archaïque. Tu vois? Ok, intéressant. J'essaie de simplifier la chose. Mais globalement, moi, tous les gens que je teste beaucoup de gens, hein, que ce soit en séminaire, tous les mois on voit une trentaine de personnes en séminaire, que ce soit en cabinet, parce que j'ai des rendez-vous toutes les semaines, des réflexes archaïques, j'en vois chez tout le monde, mais qui sont pas forcément derrière causatifs de problématiques. Et pour les réintégrer, tu passes par les schèmes, c'est bien ça? Du coup, c'est reproduire à l'inverse? Je passe par la régulation de la boucle sensorimotrice. D'accord, ok. On parlait du réflexe de Moreau. On sait que le réflexe de Moreau, il a deux grosses composantes. La composante sensorielle du réflexe de Moreau, c'est l'activation du système vestibulaire, surtout dans le canal postérieur. Tu vois, donc, je mets ma tête en arrière et j'active mon système vestibulaire. Deuxième activation du système de Moreau, c'est un changement brusque de la perception du corps dans l'espace. Donc, c'est proprioceptif. Tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler à réintégrer ces systèmes sensoriels en priorité. Et ensuite, on va réintégrer le schéma moteur. Donc, voilà. Ok, intéressant. Et je fais une digression par rapport à ça. C'est pour cette raison-là, effectivement, que le saut en parachute fait si peur. Parce qu'on a le réflexe de Moreau de base qui est présent, de justement vouloir essayer de rattraper les branches. Parce que ça vient de là, hein. Le singe tombe, il rattrape les branches en écartant ses membres pour avoir une meilleure préhension, un meilleur empan par rapport à son environnement. Et on sait qu'en sautant en parachute, même on a beau écarter, il y a rien autour. C'est ce qui explique pourquoi le saut en parachute fait si peur que ça, parce que on n'a pas évolué pour être projeté dans l'air sans aucun élément à saisir pour se rattraper. C'est une petite digression. Le réflexe de Moreau, pour que les gens comprennent bien, il a un grand sens vestibulaire, il a un grand lien avec le système vestibulaire. Et chez l'enfant, il s'active quand? Dès que l'enfant est né. Quand l'enfant il prend sa première inspiration, c'est là qu'il active son système nerveux sympathique, donc le système nerveux qui permet l'action. Et c'est à ce moment-là que le réflexe de Moreau est utile, parce qu'il est là, l'enfant est, il prend la première bouffée d'air et après tout de suite après, il pleure et il se referme. Donc voilà, et après il va s'intégrer. Donc quand l'enfant il pleure dans sa chambre, il faut aller le consoler, le prendre dans ses bras, peut-être même le refermer pour amener du parasympathique. Parce qu'il y a deux composantes dans le système de Moreau. Il y a une composante sympathique quand je m'ouvre, parasympathique quand je me ferme. Donc il faut l'aider, en fin de compte, à l'intégrer, ce réflexe. Et donc c'est un gros réflexe de stress. Et le problème, c'est que c'est un gros réflexe émotionnel, donc il se voit beaucoup chez les gens qui ont des problématiques émotionnelles, mais tu sais qu'il permet aussi la régulation et la libération de certains neurotransmetteurs de stress, comme l'acétylcholine, la dopamine, GABA, etc. Et on en parlait tout à l'heure, les hormones, les neurotransmetteurs du stress, etc. Donc si tu as un réflexe de Moreau en permanence, ton corps il est toujours en train de se dire qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois. Complètement. Tu vois, ma grand-mère, du coup, pour reprendre son cas personnel, elle est en hypothyroïdie. Ok, intéressant. Parce que on sait que résulte de l'hyperthyroïdie du coup d'avant, toi. Forcément, elle est plus stimulée, donc elle s'est épuisée, donc malheureusement elle est limitée, donc elle est en hypo maintenant. Ouais, mais il peut y avoir un lien. T'as tout le temps un stress non régulé, tu vois. Que t'as un stress aigu de temps en temps, c'est pas problématique. Le stress, il peut être bon, tu vois. Bien sûr. Mais si t'as un stress qui est en permanence, ça va t'épuiser. Le problème, c'est que tes schémas d'autoprotection, ils vont être inadaptés. Tu vas commencer à créer un affaiblissement du système immunitaire, des allergies, des infections et autres. Et donc voilà. Alors après, est-ce que c'est parce que elle a eu ce réflexe de Moreau, qu'elle a eu de l'hyperthyroïdie, ça serait très compliqué de le dire, mais en tout cas, on sait que quand il y a des problématiques, il y a un réflexe archaïque derrière qui va être actif, quoi. Et des fois, en travaillant sur ce réflexe archaïque-là, on va améliorer la composante, et des fois, on va juste
aider les gens à aller mieux dans leur quotidien sans toutefois enlever la problématique. Et quand tu as des enfants, des fois, tu sais, qui sont catalogués TDAH. Je prends beaucoup l'exemple d'enfants parce que j'ai beaucoup d'enfants en ce moment. Moi, il y a un enfant, on me le ramène sur un stage et on me dit, on me le dit même pas, on me dit même pas qu'il est TDAH, mais je le vois, tu vois, au fur et à mesure de la semaine. Et la maman, l'avant-dernier jour, elle vient me voir, elle me dit, je sais pas ce que vous avez fait avec mon enfant, mais c'est la première fois de sa vie, l'enfant, il avait 8 ou 9 ans. Première fois de sa vie qu'il fait des nuits où il dort. Il ne dort jamais depuis qu'il est bébé. Il n'a jamais dormi. Il est sous Ritaline, donc gros médicament. Là, il est en passe d'être viré de son 4e établissement scolaire, 9 ans, mais parce que c'est compliqué, alors qu'il était dans un établissement scolaire adapté aux enfants atypiques. Et elle me dit, et en plus, c'est la première fois depuis qu'il est né que le matin, on n'a pas de conflit. Tout le temps, le matin, c'est des cris, etc. Et l'enfant est régulé. Et donc, est-ce que ça va marcher comme ça avec tous les enfants? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je pourrais pas, je suis pas devin et je peux pas l'affirmer. Par contre, cet enfant, ça l'a grandement aidé. Est-ce que ça veut dire que ça va enlever son TDAH? Non. Mais si ça permet d'aller mieux dans sa vie de tous les jours, que ça l'accompagne, que ça lui permette de se réguler, bah c'est déjà ça de super positif. Et l'enfant, je l'ai eu sur d'autres stages. Du coup, il s'est pas fait virer de son école. Et bon, bah, la maman, je la remercie si elle écoute le podcast parce qu'elle parle de moi partout à tous les professionnels de santé du coin. Donc c'est très gentil. Génial. Et on va passer maintenant des réflexes archaïques à la posturologie davantage. Tu l'as très bien dit, 95% des personnes ont des problèmes de posture aujourd'hui. Déjà, comment est-ce qu'on peut identifier un problème de posture? Comment est-ce qu'on peut le corriger? Et comment est-ce qu'on peut changer, mine de rien? Parce que tu l'as dit, le corps compense durant des années et des années. Du coup, malheureusement, la mauvaise posture devient l'habitude, devient la norme pour le corps. Ouais, et puis c'est inconscient. La posture, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est inconscient. Ça veut dire que tu sais, quand t'es assis à une chaise et que tu te tiens pas droit et que surtout quand on était enfant, et que nos parents ils nous disaient tiens-toi droit, tu te tiens droit, mais 2 minutes plus tard t'es plus droit. On a la même chose en salle de sport où la personne, tu veux le faire à un soulevé de terre. Et quand elle est en place sur le deadlift, tu dis ton dos, tu vois, remets-toi droit, etc. Et dès que t'as tourné le dos, la personne, elle retourne dans sa norme. Ben oui, elle compense. Mais elle compense pas pour faire exprès. Toi, t'as beau lui répéter pendant 10 ans, ça va pas changer grand-chose. Pourquoi? Parce que elle n'est pas en capacité, son système nerveux n'est pas en capacité de comprendre comment il faut corriger. Et c'est pas juste avec une consigne physique que ça va se corriger. Parce que le système nerveux, le tronc cérébral, la posture est inconsciente. Donc, ce sont des schémas qui vont être automatiques. Ce qu'on veut, comment on l'observe? Pour recommencer, c'est tout simple. Est-ce que j'ai une épaule plus basse que l'autre? Est-ce que j'ai une épaule plus en avant que l'autre? Est-ce que j'ai des rotations au niveau du bassin? Est-ce que mes pieds sont bien droits? Est-ce que j'ai une bonne voûte plantaire ou est-ce qu'elle a fessé ou elle est trop élevée? Ça, c'est des petites choses qu'on peut voir facilement. Est-ce que quand je marche, dans la neige, j'ai les pieds en canard? Est-ce que j'ai les pieds qui vont vers l'intérieur ou des pieds qui ont une norme à peu près 11h05 quand tu marches? Ça, c'est plein de choses. Déjà, rien que quand la personne elle est debout, tu peux déjà regarder tout ce que j'ai dit. Est-ce que le bassin il est plus bas? Est-ce que la tête elle est penchée? Est-ce que il y a un pied qui est plus ouvert que l'autre? Déjà là tu te dis ok, là il y a des compensations. Comment on va travailler? Nous on travaille donc sur les systèmes sensoriels parce que les systèmes sensoriels on peut avoir une interaction dessus. Donc que ça soit l'œil, le système vestibulaire, le système proprioceptif, on va leur redonner des informations positives pour permettre de recalibrer tout ça au niveau inconscient. Ok? Et comment on va le voir? Moi, j'adore faire des exercices tout simples. Si les gens là qui écoutent, ils veulent essayer, c'est quand tu te mets le test justement de to touch. Je vais me mettre debout comme ça, les gens ils vont voir. Donc je suis ici, je mets bien les pieds joints, je garde les jambes tendues et je viens toucher le sol. Ou alors, s'ils ont mal à l'épaule, il faut un test de mobilité au niveau de l'épaule, quelconque. Nous, on aime bien travailler avec des avant-après parce que ça permet de voir comment réagit ton système nerveux. Si tu fais par exemple un exercice oculomoteur, juste tout simplement suivre ton doigt, tu le suis jusqu'à la racine du nez. Ou alors, travailler sur ton champ périphérique. Tiens, à droite, je vois un peu moins bien, ben, je vais stimuler. Tiens, je stimule à droite, etc. Ou alors, je vais travailler sur mon système vestibulaire. Ça peut être le système vestibulaire, ça peut être tout simplement, je saute sur place en tapant mes talons au sol ou je vais pencher ma tête comme ça sur le côté pour stimuler un canal semi-circulaire ou autre, au niveau de l'oreille interne. Ou je travaille sur la proprioception. Donc je sais que j'ai mal à l'épaule, tiens, je peux mettre de la vibration, du froid dessus, du chaud, etc. Et tout de suite après, je vais me retester. Est-ce que ça a amélioré? Oui ou non? Si ça a amélioré, ça veut dire que bah ouais, mon système nerveux, il n'était pas à son plein potentiel. Normalement, quand tu fais une stimulation, si je suis ici, que je teste ma mobilité d'épaule, que je fais un exercice oculomoteur pendant 20 secondes, que je reteste mon épaule, ça devrait pas avoir changé. Parce que mon système nerveux devrait être calibré normalement.
Si ça améliore grandement, ou au contraire si ça détériore le mouvement, c'est que là il y a une problématique. Et là il va falloir retravailler sur ces systèmes sensoriels pour les recalibrer, permettre de corriger la posture. Et on peut les travailler soi-même, il faut faire appel à un expert, je présume, parce qu'on ne connaît pas justement toutes les implications, on ne connaît pas les exercices à Bah, mettre en place. ouais, l'idée c'est, on essaie vraiment de se battre contre le programme tout fait. Les gens aiment la facilité de pouvoir être facilement guidés vers un protocole tout fait. Moi, je vais te donner l'exemple. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs à l'épaule, mais qui sont constantes et récurrentes depuis des années. Tu vois? Sur 10 personnes que je peux suivre avec une problématique à l'épaule, j'ai potentiellement 10 Mmh. suivis complètement différents. Parce qu'il y en a un, ça va être l'oreille interne. L'autre, c'est parce qu'au niveau de la mâchoire, il y a un problème. L'autre, c'est parce qu'il y a une dent en moins. L'autre, c'est parce que c'est l'œil qui pose souci. L'autre, c'est parce que c'est le pied qui pose souci. Et l'autre, ça va être parce que c'est le réflexe tonique asymétrique du cou qui pose souci. Donc ça, en fait, ça demande un bilan. Alors, tu vois, les bilans, nous, ils vont très très vite. Hein. Ça dure 10 minutes, un bilan en reprogrammation neuroposturale. Tu testes les entrées sensorielles, du tronc cérébral, le cervelet, test de la marche et les réflexes archaïques. Ça va super vite. Et après, par contre, derrière, il y a un potentiel énorme d'exercices. Il y a une multitude d'exercices. Tu vois, j'arriverais même pas à te dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à une problématique d'épaule, tellement il y a d'exercices complètement différents. Donc Mmh. après, c'est une fois que tu as compris le système et comment ça fonctionne, que tu as pu voir que tu as une problématique peut-être au niveau oculomoteur, tu sais que tu vas travailler un petit peu sur l'œil. Si ça améliore tout de suite, ok, tiens, je vais te donner cet exercice-là. Tu vas le faire essaie déjà pendant 3 semaines de le faire un exercice oculomoteur 2-3 fois par jour pendant 20 secondes et on se revoit dans 3 semaines, on va voir ce que ça va donner, quoi, tu vois. Mais ça, comme tu l'as dit, pour avoir moi-même été suivi par une personne qui a été formée par Matt Boulet, que tu connais très bien, Mhm. les résultats sont assez rapides, assez immédiats pour un Ouais. investissement en termes de temps, d'énergie et de ressources qui est ridicule. Moi, Ah mon oui. problème, c'était plus la proprioception, le côté vraiment sentir mon corps, comprendre mon corps dans l'espace aussi. Je me cognais très souvent, notamment à Ouais, cause ouais. d'une difficulté de convergence oculaire. Et en très peu de temps, ça a été soigné. Ça fait très longtemps que je n'ai pas bossé les exercices qu'on m'a donnés et j'ai encore du coup des restes vraiment qui sont encore présents. Je me cogne quasiment plus. Et ça qu'on Ok. peut dire que se cogner, toi, à 30 ans, c'est rien, c'est pas grave. Mais quand t'approches 60, 70, 80, Ah, 90, ça peut être entre guillemets fatal ou causer effectivement un séjour assez long en hôpital. Et plus ouais. vite tu travailles, plus vite déjà c'est bénéfique, plus vite je pense tu peux l'intégrer facilement aussi, d'après justement mes ressentis et mes Ouais. explications. Ça va vraiment dépendre des gens, en fait. D'accord. Il y a des gens, je vais te donner les deux contraires. J'ai une personne qui avait une grande douleur d'épaule, n'arrivait plus du tout à lever l'épaule, mais plus du tout, hein. Ok. Une douleur immédiate. En 24 heures, il n'y avait plus aucune problématique au niveau de l'imitation, de l'amplitude ou de la douleur, tu vois. Mais vraiment plus aucune problématique. 24 heures. Et on a fait des exercices. Je lui ai dit, ça lui faisait vraiment mal. J'en parle facilement et j'ai pu corréler ça facilement puisque c'est ma compagne. Tu vois. D'accord. 24 heures après, elle a fait des exercices, elle les faisait au boulot. Ses collègues se foutaient de sa gueule. Mais en 24 heures, il n'y avait plus rien. Ses collègues, ils étaient impressionné parce que cette douleur elle se l'est faite au boulot, tout le monde a vu ce qui s'est passé, etc., tu vois. Et donc là tu te dis ok, waouh, impressionnant. Bien souvent ça prend quand même plusieurs mois Hmm. et tu vas avoir des gens avec qui tu vas le travailler, ça va s'intégrer et il y aura plus besoin de le travailler, et il y en a d'autres qui vont devoir le garder de temps en temps, tu sais, de faire comme une espèce de vidange, tu vois, de temps en Hmm. temps je vais le travailler peut-être une fois par semaine pendant 20 secondes, mais juste histoire de continuer à créer le truc, et ça va dépendre des problématiques des gens. Par exemple, les gens, tu sais, qui ont des problèmes, comme on parlait du réflexe de Moreau ou un réflexe de peur paralysante, qui sont les deux gros réflexes émotionnels qui posent le plus de soucis. Ça, c'est des réflexes qu'il va falloir travailler vraiment fortement, souvent tous les 3-4 mois. Sinon, on va avoir des nouvelles problématiques qui vont ressurgir. Et parce que ça met beaucoup plus de temps à revenir sur une norme, tu vois. Et t'as d'autres choses, qui vont s'intégrer très très vite. Donc ça, c'est vraiment dépendant des gens. Hmm. Mais encore une fois, ça doit être long dans le temps, l'exécution, elle est courte. Ah oui, moi Ça, ça les peut gens être- ils repartent jamais avec plus de 3 minutes d'exercice chez eux, hein. Ce Et qui est 3 ridicule. minutes d'exercice, c'est t'as peut-être 6 exercices dedans. Hmm. Mais Et chaque t'as pas de exercice va durer 20 lassitude. secondes. Hmm. Donc voilà, et puis je mets une suite logique pour que voilà, les gens ça évite. Et souvent en général, quand les gens ils repartent, je leur donne 4 exercices. 4 Hmm. exercices, 2 minutes maximum. Tu vois, c'est pas fou, hein. Ouais, c'est ce que je devais avoir également à mon niveau. J'avais l'espèce de réglette au niveau des yeux pour justement la convergence. J'avais ce que Ouais. Matt appelle l'éléphant. Du coup, tu vas mettre ta tête comme ça, puis suivre un élément justement au niveau pour le côté oculaire Ouais, encore c'est une fois. intéressant. Le tour du monde, du coup, être sur une jambe et passer un petit sac comme ça sous la jambe, le récupérer et faire dans l'autre sens. Hmm. Effectivement, 3-4 exercices en très peu de temps. J'ai vu des résultats assez flagrants. Et encore une fois, le bénéfice, c'est que ce n'est pas long du tout. Je sais que j'insiste dessus, vraiment. Je fais un peu ta promotion par rapport à ça, mais
Aujourd'hui, on voit beaucoup de protocoles qui sont très très longs et ça crée une friction au niveau du cerveau. Au début, t'es motivé, c'est comme une bonne résolution. Au départ, tu vas tout mettre dessus parce que t'es motivé, parce qu'il y a la dopamine qui est présente, ok. 2 semaines après, t'arrêtes. Parce que t'en peux plus. Parce que la friction est trop importante par rapport en plus à l'absence de résultats immédiats. Donc le cerveau voit beaucoup de dépenses énergétiques, beaucoup de dépenses en termes de ressources de temps, pour zéro bénéfice derrière. Donc si on en revient à la notion de survie, c'est pas avantageux pour survivre. Donc j'arrête. Mais si ça prend Je 30 vais te dire, secondes, la plupart des gens, les 2 premiers mois, c'est les plus faciles en suivi. Tu vois, parce que les gens, tu vas les avoir les 2 premiers mois, ils voient tellement d'améliorations que tu vois, ils sont super fans et ils le font les exercices parce qu'ils voient les améliorations dans la vie de tous les jours. Là, je vais te donner 2 exemples que j'ai actuellement. J'ai une dame qui a eu un AVC et 2 ans plus tard, il vient de me voir parce que il y avait aucun changement, etc. Et je sais pas, au bout de, tu sais, elle bougeait plus du tout, incapable de bouger. Elle avait des sensations dans sa main, mais vrai AVC, tu vois, impossible d'utiliser son bras. Ben, au bout de 1 mois, elle commençait à déplier son bras et replier, etc. hmm, Alors que impossible de le faire pendant 2 ans. Donc là, c'est sûr que tu as des gens motivés. Ah, ça commence à être plus compliqué quand tu commences à faire 3-4 mois et que les résultats sont bien plus lents, tu vois. Et deuxième cas, j'ai un monsieur qui est venu avec une névrite vestibulaire, dont on en parlait tout à l'heure. C'est les gens qui viennent te voir et qui trébuchent quand ils marchent dans la vie de tous les hmm. jours. C'est comme si c'était bourré, mais en fait, c'est une problématique du système vestibulaire. Donc lui, pareil, il a essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas trop, et il vient me voir et puis on commence à travailler dessus. Et au bout d'un mois, il commence à, au début, des vertiges, des maux de tête toute la journée. Il n'avait même pas envie de se lever parce qu'il savait que ça allait provoquer des problématiques. Où il me disait, la dernière fois que je l'ai vu, donc il y a 3 semaines, il m'a dit, j'ai des fois des jours off et des fois des jours on, tu vois. Donc, mais j'ai plus de jours bien que moins bien. Et bah, je te dirai la prochaine fois ce qu'il est parce qu'il vient vendredi. Mais voilà, l'objectif c'est de continuer à travailler comme ça et de réguler. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est bah il faut des fois continuer un petit peu travailler même quand ça commence à aller mieux pour vraiment ancrer dans le système nerveux le changement. Et qu'après on n'ait plus besoin de retravailler dessus. Hmm. Ok, intéressant. Et du coup, pour les personnes qui seraient intéressées justement pour être suivies en quelque sorte, je sais que tu habites vers Strasbourg à ton niveau, tout le monde n'habite pas là-bas, Ouais. tout simplement. Est-ce que tu fais des consultations en ligne? Comment est-ce que tu as des personnes formées un peu partout en France? Je connais la Ouais, réponse, mais alors voilà, avec si tu veux développer un peu, n'hésite pas. alors avec Labo RNP, on fait des formations, hein, on forme des coachs, des kinés, des ostéos, des psychomotes, des ergothérapeutes, médecins, même des préparateurs mentaux sur toutes ces approches-là, sur l'approche du mouvement, les troubles d'apprentissage avec les enfants, les troubles émotionnels, etc. On a formé des gens un peu partout en France et hors de France, dans toute la francophonie en tout cas. Donc, on a sur notre Instagram de Labo, vous pouvez retrouver une carte de France avec les gens qui sont Hmm. certifiés chez nous. On a près de 400 élèves qui ont fait la formation Labo RNP. Et après, on a formé plus de 1000 personnes sur nos ateliers, parce que tu sais, de temps en temps, on fait des journées d'introduction, c'est des ateliers, des fondations, mais les gens sont capables déjà de faire une première partie de bilan avec déjà des exercices, tu vois, qui vont D'accord. amener l'amélioration. Donc, voilà, il y a de la ressource. Moi personnellement, je consulte, mais j'aime pas du tout le online, donc je ne le fais pas. Et ça veut Ok. pas dire que ça marche pas, c'est juste que ça ne correspond pas à mes attentes. Alors après, il y a des gens qui sont motivés, hein, qui viennent de très loin pour venir me voir, mais on a des élèves qui sont proches de chez vous, donc n'hésitez pas à aller voir nos élèves. Et après, si vraiment c'est le online que vous voulez, dans l'équipe Labo RNP, on est 3. Donc il y a Romain Cachavenda, Sébastien Zimmer et moi-même. Et Sébastien Zimmer, il fait des consultations distancielles. Hmm. Ok, intéressant. Je pense qu'on arrive au bout de l'épisode. Dernière question, est-ce qu'il y a des évolutions actuellement ou des révolutions dans le domaine de la posturo ou des réflexes archaïques Ben, en fait, qui sont arrivés? ça n'arrête pas en fait. Ok, Je sais que c'est une veille scientifique permanente qui est quotidienne. Je dirais quotidienne d'accord. parce que c'est une réalité. Tous les jours, moi, je surveille les études scientifiques qui sortent. Dans le domaine des neurosciences, c'est tous les jours des nouvelles études qui sortent. Hmm. Et des fois, des études qui viennent contredire tout ce qui avait été dit jusque présent. Donc déjà, il n'y a aucune vérité. Ok. Et moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, ça veut pas dire que dans 10 ans, ça sera encore vrai, tu vois. Hmm. Et on n'a aucune difficulté à remettre en question nos enseignements. Et d'ailleurs, chez la BNP, notre formation évolue en permanence parce qu'on se continue à se former, qu'on continue à étudier toutes ces études scientifiques. On travaille avec des chercheurs en neurosciences qui ont encore une activité en laboratoire. Tu vois, on travaille avec des neuropsies, etc. Donc, on essaie de faire évoluer en permanence tout ce qu'on sait déjà. On essaie pas d'avoir d'effet de Dunning-Kruger, tu sais, de Bien croire qu'on sûr. a la vérité absolue, Hmm. parce que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Quand j'y repense, c'est la première fois qu'on s'était eu,
je pense que ma façon de travailler, la première fois qu'on s'est vu en podcast, tu vois, ma façon de travailler a complètement changé depuis, parce qu'il y a des évolutions énormes. Là, tous les jours, on peut voir des études en neurosciences qui t'apportent des nouvelles évolutions, des nouvelles perspectives dans plein de traitements. Tu vois, à l'heure actuelle, moi je suis un passionné des traumas. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment soigner un syndrome de stress post-traumatique. Ok. Et il y en a plein qui ont des syndromes de stress post-traumatique. Hein. Tous les gens qui ont été victimes de graves violences, de viols, tu vois, dans leur vie, qui ont été témoins de choses horribles, ont des syndromes de stress post-traumatique. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment le faire. Là, il y a quelques semaines de ça, il y a des Américains qui sont en train de travailler sur une molécule, tu sais, d'un champignon hallucinogène qui pourrait aider. Attention, une molécule. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut se blinder de champignons hallucinogènes pour aller mieux. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ça, c'est en train d'être validé par les autres autorités sanitaires américaines. Et une fois que ça le sera, ça va peut-être se répandre dans le monde. Et pour l'instant, c'est la seule chose qu'on sait qui a un impact sur le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est tout récent, tu vois. Donc, voilà, attendons, parce que les scientifiques travaillent sur beaucoup de sujets et ça évolue en permanence. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter avant que l'on se laisse? Non, merci déjà beaucoup pour ton invitation. Merci et je à toi. pousse les gens à avoir un esprit critique sur tout ce qu'ils font. Si vous allez faire une formation quelconque, allez toujours faire une autre formation dans le même domaine pour essayer d'avoir cet esprit critique et essayer de voir autre chose. Parce que souvent, tu sais, quand t'es formateur, c'est pas un mal, hein, mais quand t'es formateur, t'as les biais de ce que t'amènes. Tu vois, et il faut vraiment que les gens ils aillent plus loin et qu'ils remettent vraiment en cause tout ce qu'on peut entendre et dire, et comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas de préjugés. Ouais, comme on le dit très souvent, quand tu n'as qu'un marteau à portée de main, tous tes problèmes sont des clous. Voilà. Quand t'as une méthode, forcément, tu veux faire rentrer tous les problèmes dans ta méthode. Peu importe si d'autres méthodes seraient plus pertinentes ou non. Donc oui, c'est une très bonne remarque. Merci Adrien. Et je mettrai évidemment les réseaux sous le podcast dans tous les cas. Il n'y a pas de souci. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.